Bonsoir. Vous allez bien? Oui? Alors nous voilà à ce dernier entretien d'ici, inscrit dans le thème de l'année, on va recommencer, ne vous en faites pas. Inscrit dans le thème en dehors des idées reçues. Depuis le mois de septembre, nous avons parcouru différentes disciplines en essayant de les éclairer différemment. Ainsi, nous avons redécouvert l'œuvre de Charles Dickens sous un prisme onirique plutôt que réaliste, regardé l'éducation à la manière de Marie Montessori, la psychanalyse d'après Carl Gustav Jung et la folie au service de la créativité avec Raphaël Gaillard. Nous avons révisé nos classiques avec Jeanne d'Arc, vu par ses contemporains, et revu notre sens de l'échec en la bonne compagnie de Charles Pépin le mois dernier. Aujourd'hui, avec nous, Laurent Bazin, nous revenons sur la notion même de culture. En effet, vous allez nous montrer comment les succès de masse sont souvent déconsidérés au profit, à l'inverse des œuvres légitimes que représente la littérature ou le cinéma d'art et d'essai. Vous reviendrez sur la manière dont la culture occidentale, tout particulièrement en France, s'est développée et continue de s'organiser autour d'oppositions structurantes qui fait que certains genres ou médiums seraient moins légitimes que d'autres. Vous parlez même de procès en recevabilité artistique pour distinguer panthéon patrimonial et culture populaire. Vous suivez? Laurent Bazin, vous-même, vous vous définissez comme spécialiste de la littérature des XXe et XXIe siècles, et vous intéressant aux domaines traditionnellement moins légitimes que sont la littérature jeunesse, les littératures de l'imaginaire ou littérature populaire. Avant de vous laisser la parole, je souhaite rappeler à tous que le thème du prochain cycle de conférences sera à découvrir le jeudi 15 juin prochain à l'auditorium, je fais un peu de teasing, lors de la présentation de l'ensemble de la saison culturelle. Nous vous y attendons nombreux. Je vous souhaite une belle soirée. J'ai juste besoin... Ah, c'est parfait. C'est bon. Bon, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'être là. Ce n'est pas la première fois que j'interviens ici. Je suis déjà venu il y a 1 ou 2 années pour parler de dystopie. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous étaient déjà là. Tout le monde. Et, non, justement, ceux qui sont déjà venus se sont dit « Oh non, on ne va pas le réécouter une deuxième fois, quand même ». En même temps, on vous a invité une deuxième fois. Là, c'est uniquement les gens qui ne connaissent pas, qui se disent « On ne sait pas, on ne sait jamais, c'est peut-être intéressant ». Et donc, à l'époque, j'avais discuté avec les personnes de la mairie ici, qui m'avaient demandé ce que je faisais, quelle était ma spécialité. Je leur avais dit « Moi, je suis un spécialiste de l'ignoble ». Et ils m'ont dit « Ah bon, qu'est-ce que c'est que l'ignoble ?» Je leur avais dit « En gros, l'ignoble, c'est ce qu'on brûle ». Et de fil en aiguille, en discutant, je me suis dit que j'allais vous parler de l'ignoble, c'est-à-dire de ce qu'on brûle. Alors, évidemment, quand derrière cette image que vous reconnaissez peut-être, qui vient des Marx Brothers, culture populaire devenue culture légitime, il y a la référence à un phénomène connu lui aussi, qui consiste à brûler des œuvres, mais qui est de sinistre mémoire et qui est le phénomène des autodafés. À toutes les époques de l'histoire, vous savez qu'on a brûlé des œuvres, toujours pour des raisons politiques ou sociétales ou religieuses. Ça va de l'Ancien Régime à la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la Révolution islamique aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, enfin, d'accord, là on parle d'autodafé dans des régimes totalitaires, mais on n'en est quand même pas en Occident à brûler les œuvres illégitimes. En fait, si, justement. Très récemment, dans l'année qui vient de s'écouler, aux États-Unis, un pasteur a organisé des autodafés publics d'exemplaires de Harry Potter. Et en Pologne, des prêtres ont brûlé des livres de Harry Potter et Twilight en disant « c'est tout à fait dangereux, ce genre de littérature, ça traduit des mauvaises valeurs, c'est très nocif pour nos jeunes, et donc il faut s'en débarrasser ». Et j'irais même jusqu'à dire que lorsque mes collègues à l'université me disent « Tu travailles sur quoi en ce moment ? Sur la dystopie, sur l'Uchronie ?»
mais ça n'est pas de la littérature. D'une certaine manière, ils font un autodafé. Ils jettent au feu immédiatement l'objet dont je viens de parler en le décrédibilisant et en l'éliminant. Donc c'est de ça que j'ai envie de vous parler. C'est de l'ignoble. L'ignoble au sens étymologique, ce qui n'est pas noble, l'ignoble, ce qui appartient au commun, au trivial, au prosaïque, au vulgaire. D'accord ? Donc ce que j'appellerais ignoble, au fond, c'est tout ce qui est populaire. Populaire qui en français a deux sens, comme vous le savez. Un sens immédiatement péjoratif, est populaire ce qui véhicule des valeurs du peuple, trivial, prosaïque, vulgaire, mais aussi un sens un peu plus positif, mais les deux se mélangent, qui est populaire, qui a du succès, c'est-à-dire qui touche un grand nombre de gens. Mais on voit que dans l'imaginaire collectif, il y a une espèce de conflagration entre les deux sens. Dès qu'une œuvre est populaire, c'est-à-dire qu'elle est fréquentée par beaucoup de gens, on parle de culture de masse, elle est tout de suite un peu suspecte. On se dit, s'il y a tant de gens qui l'aiment, elle ne peut pas être bien. Donc la question que je vais poser ce soir avec vous, et à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-ce qu'il faut considérer que toute culture populaire est de mauvaise qualité? Donc il faut la jeter et la brûler. Alors à ce stade, je pense qu'il est important que je vous rassure. Parce que vous vous dites, mais qui ont-ils invité? Donc non, je ne suis pas un crypto-trotskiste parti en guerre contre le patrimoine bourgeois. Non, je ne suis pas un islamo-gauchiste réglant ses comptes avec la culture occidentale. Et non, je ne suis pas un activiste wokais qui chercherait à déconstruire le socle européen. Je ne suis pas donc un révolutionnaire visant à mettre à bas la culture mondiale. Je suis, je crois, j'essaye, un spécialiste de littérature française du XXe siècle, initialement, travaillé sur des auteurs très connus, très légitimes, mais qui s'intéressent à ce qui se fait aujourd'hui, le dystopie, le chronique, etc. Je suis un observateur des pratiques de consommation. Je regarde comment les gens regardent, utilisent, pratiquent la culture, de l'institution jusqu'au peuple, des aînés jusqu'aux plus jeunes. Comment la culture est vécue aujourd'hui. Personnellement, je suis un amateur de culture sous toutes ses formes, vraiment, sous toutes ses formes. J'écoute du théorbe et du heavy metal. Je regarde la peinture baroque et le street art. Je joue au Scrabble et je joue à Call of Duty. Donc, je m'intéresse à peu près tout ce qu'il fait. Donc, je suis, je crois, un pur produit de la formation classique à la française. J'ai été diplomate culturel dans une vie intérieure, un conseiller culturel en ambassade. Mais je m'efforce de connaître et de comprendre le très contemporain. Donc ce que je voudrais essayer de faire avec vous, et j'espère que ce programme ne va pas vous sembler indigeste, c'est de réfléchir ensemble à la place de la culture dans une société. À quoi est-ce qu'on reconnaît une œuvre culturelle? Comment classe-t-on les œuvres? Pourquoi, dès qu'on classe une œuvre, se met-on à la comparer, donc à l'évaluer? Est-ce qu'il est légitime de hiérarchiser les œuvres? Pourquoi les équilibres ou les hiérarchies évoluent-ils dans le temps? Qu'est-ce qui caractérise notre culture aujourd'hui? Et pourquoi les jeunes générations se tournent-elles de manière privilégiée vers les cultures que nous aurions tendance à considérer comme ignobles? Voilà, le programme que je vais essayer de faire, c'est un peu intellectuellement trapu. D'ailleurs, ma présentation va être un peu conceptuelle, parfois. Je vais le faire de manière la plus ouverte et la plus large possible. Bon, on m'a dit que tout le monde était très exigeant, très demandeur de pensée je lui ai mis conceptuelle. un peu la pression, quoi. Donc, bon, voilà, je vais faire de mon mieux pour essayer de réfléchir sur ces questions difficiles, de la manière la plus élargie possible. Donc, c'est une présentation très interdisciplinaire qui emprunte à la théorie littéraire, à l'histoire de l'art, à la philosophie esthétique, à l'histoire des idées, à la sociologie de la culture, à l'anthropologie de la culturelle, mais je vais mettre tout ça en mots le plus accessible possible. On va commencer par un petit sondage, pour que je vois à qui j'ai affaire. Si vous avez un papier, vous n'avez qu'à juste noter colonne de gauche, colonne de droite, mais si vous n'avez pas de papier, vous comptez sur les doigts de votre main. Main gauche, les tableaux A, à gauche de l'écran, main droite, tableau B. Si vous êtes plutôt A, vous montez un point, plutôt B, plutôt A, etc. Quand vous avez fini, vous redescendez. Bref, vous avez 10 doigts, enfin 5 doigts que vous pouvez monter et descendre. Vous pouvez compter jusqu'à 10. Et puis la main gauche. D'accord? Ça va? Tout le monde a compris le principe? On est parti? Est-ce que vous êtes plutôt
Proust ou Simenon? Hop, faut pas réfléchir. Non, non, vous marquez, je vais faire le sondage après. Plutôt Proust ou Simenon? D'accord? Proust, Simenon. Est-ce que vous êtes plutôt Amélie Nothomb ou Guillaume Musso? Est-ce que vous choisissez plutôt le dernier prix Goncourt ou le dernier prix des Imaginales? Si vous ne savez pas ce que c'est que le Grand Prix des Imaginales, ben est-ce que vous préférez le Petit Prince ou Harry Potter? Est-ce que vous écoutez plus volontiers du Vivaldi ou du Booba? Ah, j'ai dit de manière privilégiée. Naturellement, il y en a qui vont chercher à me dire qu'ils écoutent tout à la fois, parce qu'eux aussi, ils sont des polyglottes. Bien sûr, mais bien sûr, vous avez le droit de mettre les deux. On est dans une société extrêmement ouverte, et donc c'est tout à fait possible d'être les deux. Si vous avez les deux, si vous me dites, moi j'ai 20 sur 20, parce que j'ai tout, j'ai coché toutes les cases, je serais content de le savoir. Est-ce que vous préférez fréquenter une salle de musée ou aller dans la rue regarder des graffitis? Est-ce que vous regardez plus volontiers Out of Africa ou Mission Impossible? Est-ce que vous savez qui est Wes Anderson ou Peter Jackson? Si vous ne connaissez aucun des deux, ben voilà. En gros, hein, Wes Anderson, c'est du cinéma d'auteur, très art et essai. Peter Jackson, c'est du cinéma très grand public. C'est le metteur en scène du Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous regardez plutôt en série Le Bureau des légendes ou Game of Thrones? Et enfin, quand vous faites des jeux, est-ce que vous préférez jouer au Scrabble ou à World of Warcraft? Je me serais étonné si beaucoup d'entre vous, juste à vous regarder, me disaient « Moi, je pratique World of Warcraft à raison de 5 heures par jour. » World of Warcraft, c'est le jeu préféré des adolescents du 3e millénaire. Hein. Ça y est, c'est bon? Allez, qui est plutôt la colonne de gauche? Bon, d'accord. Qui est plutôt la colonne de droite? Ah, il y a des courageux ici. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas peur d'afficher leurs différences. OK? Est-ce qu'il y a des gens qui considèrent qu'ils sont tout à la fois? Ah oui, bravo. Ah, très bien. Bon, ça me donne une première idée. Alors, évidemment, ça me met la pression. Parce que la majorité des gens ici se rallient plutôt à ce qu'on appelle les cultures légitimes. Et je vais vous spoiler le but de la soirée. Je vais essayer de vous prouver qu'il n'y a aucune raison de croire qu'une culture est plus légitime qu'une autre. Donc, je marche un peu sur des œufs. Alors, au commencement de tout ça, au commencement de l'histoire de l'humanité, est le classement. On est dans un monde dans lequel on a une galaxie d'éléments autour de nous, des objets, des idées, des individus, des faits, des signes, etc. Et donc, le monde a des allures de labyrinthe. Alors, à la préhistoire, est-ce que c'est des diplodocus ou des baies, etc. Et puis aujourd'hui, c'est tout ce qu'on... Donc, en fait, l'homme est projeté dans un labyrinthe de formes dans lequel il est obligé de mettre des relations. Hein, la seule façon de se repérer dans le labyrinthe du monde, c'est de classer. C'est de dire, bon, ben ça va avec ça c'est des animaux, d'ailleurs des animaux dangereux, d'ailleurs des animaux qu'il faut fuir. Ça, c'est des animaux qu'on peut tuer parce qu'on peut les manger. Ça, c'est des animaux qu'on peut dresser, donc on peut... Bref. Je pense que ce qui caractérise l'homme d'un point de vue anthropologique, c'est cette capacité de classement, ce besoin anthropologique de classement. Et donc, il le fait, et il le fait dans le domaine scientifique des sciences de la nature, en allemand on dit les Naturwissenschaften, en utilisant le mode de l'explication logico-scientifique. On met les éléments dans des catégories. Alors, vous connaissez peut-être, si vous avez fait des études scientifiques, vous reconnaissez peut-être le tableau ici, qui est la célèbre classification des éléments de Mendeleïev. C'est facile. Un élément, il appartient à une case et à une seule. Et les sciences de la culture, les sciences humaines, ont essayé de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Vous mettez le fer, le zinc, le cuivre, le plomb dans des cases. Eh bien, nous, on va faire la même chose. On va mettre les objets culturels dans des cases. Ah oui, mais comment est-ce qu'on peut mettre les objets culturels dans des cases? Est-ce qu'on a les mêmes propriétés que des éléments chimiques, par exemple? Donc, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui nous permet de reconnaître une œuvre? Quelle est la qualité au regard de laquelle je pourrais dire cette œuvre rentre dans cette case et pas dans cette autre? Et puis de là, ce sera ma deuxième partie, je me poserai la question, pourquoi est-ce que dès qu'on classe, on discrimine, donc on juge?
Et enfin, comment cette relation de jugement évolue dans le temps. Donc on commence avec les propriétés. Les œuvres culturelles ont-elles des qualités de même nature que les objets scientifiques qui nous permettraient de les mettre dans les cases d'une bibliothèque, par exemple? Alors là encore, je vais vous associer, pour pas que ça soit trop pénible et trop conceptuel. Vous allez réfléchir pendant 2 minutes, je vais vous montrer un ensemble d'œuvres, et vous allez réfléchir à des classements possibles. D'accord? Je vous demanderai tout à l'heure quels sont les classements que vous avez pour pouvoir mettre tout ça. C'est bon? Tout le monde est prêt? Oui, vous avez intérêt à regarder parce que je vais vous interroger. C'est pas parce que vous êtes à côté de moi que vous échappez aux interrogations. La porte dérobée est de ce côté. Ça, c'est votre arme. Mais moi, j'en ai une autre. Je sais désormais où est le bouton. Donc. D'accord. Ça y est, tout le monde a eu le temps de regarder toutes les catégories? Bon, j'écoute vos propositions de classement. Historique, par ce qu'on appelle le classement chronologique, par date. OK, premier classement possible. Matérialité, c'est-à-dire par type de médium, j'imagine. D'accord, alors on va appeler ça par médium, par support, si vous voulez. Musique, mais je ne peux pas rentrer dans un classement musique. Hugo, Notre-Dame de Paris, Bansky, Latfi. Ah, OK, par art, alors, par type d'art. OK. Il y a des médiathécaires ici? Il y a un classement qui me paraît aller de soi. Alphabétique, bien sûr. Oui, pays, nationalité. Oui, époque. Auteur. Thème, bien sûr. Je pourrais parfaitement mettre ensemble Germinal, l'hiver, les feuilles mortes, les 4 saisons, même si ce sont des œuvres de médiums différents, mais parce qu'elles me parlent toutes de météo, de temps, de saison. D'accord? Un autre? Bon, vous voyez qu'il y a plein de classements possibles. Il n'y en a pas un seul qui s'impose d'emblée. L'alphabétique, le chronologique, le par médium. Vous ne m'avez pas parlé de genre, mais j'aurais pu. Genre plutôt réaliste, plutôt fantastique. Au milieu, je mets le genre de légitimité. Il y a ce qui relève de la culture savante, dans ce que je vous ai montré, ce qui relève de la culture populaire. Et puis enfin, il y a tout un ensemble de choses que vous avez à peine mentionnées, juste vers la fin. Social, environnement, amour, solitude, par les sentiments, par exemple, les émotions, les types de personnages. Remarquez quelque chose. Quand vous êtes un médiathécaire, par exemple, quel type de... Vous allez utiliser plutôt les catégories du haut ou les catégories du bas? Du haut. D'accord? Et quand vous êtes un lecteur, que vous venez chercher un livre, vous allez utiliser les catégories du bas. Vous n'allez pas dans une librairie en disant « Moi, je voudrais un livre d'un auteur qui commence par D ». Hein? C'est intéressant. Ça veut dire que, d'abord, il n'y a pas de classement qui s'impose. Une œuvre peut figurer dans plusieurs classements, donc tout catalogage est subjectif. Que, ensuite, les catégories du haut semblent les plus scientifiques, et ce sont elles qui sont utilisées dans les lieux de distribution de médiation. Les profs, les anthologies, les médiathèques sont classées en fonction du haut. Mais vous, toutes les catégories qui semblent les plus objectives sont celles que nous utilisons tous les jours. C'est-à-dire que la logique de plaisir en termes d'utilisation est celle qui domine en termes de classification. C'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout le même... Alors pour vous dire, pour vous donner une anecdote personnelle, chez moi, mes CD, ils sont classés par date de naissance des compositeurs. Mais oui, parce que quand vous avez envie d'écouter de la musique, vous ne dites pas je vais écouter, si vous classez par alphabétique, vous ne dites pas je vais écouter un compositeur qui commence par D. Vous vous dites, je suis un peu triste, j'aimerais bien écouter de la musique romantique.
Donc, vous savez que la musique romantique, elle est à peu près à cet endroit-là de votre discothèque. Donc, c'est comme ça que vous allez chercher. Vous allez chercher en fonction de la logique de plaisir, jamais en fonction de la logique d'efficacité. Bon, alors, puisque plusieurs classements sont possibles, qui classe les œuvres culturelles et pourquoi? Bon, comme je ne vais pas quand même vous faire parler toute la soirée, vous n'êtes pas venu pour ça, vous allez râler, vous allez dire, attendez, on n'est pas venu pour bosser, c'est lui qui doit bosser. Je vais répondre tout de suite. Eh bien, il y a plusieurs personnes qui classent, et qui classent chacun selon des critères différents. Le chercheur, par exemple, moi, il classe en fonction de logique scientifique. Il essaye de trouver des critères qui se disent, bon, ça, cette œuvre, je dois la mettre avec celle-là parce qu'elle a été produite sous telle forme de courant, à telle époque, qu'elle correspond au même type de médium, à la même technique d'utilisation, et ainsi de suite. L'enseignant, il classe une œuvre pour transmettre, pour mieux expliquer. Le médiathécaire, il cherche pour qu'on puisse retrouver le livre assez vite, c'est une logique organisationnelle. Le journaliste, lui, il le fait dans une logique médiatique. Il faut que son lecteur puisse se dire tout de suite « Ah, ok, d'accord, je vois l'œuvre dont il me parle, ça rentre dans telle catégorie ». L'éditeur, le galeriste, la salle de cinéma, il a une logique commerciale. Il classe pour vendre. Et le public, enfin, il vient pour aucune de ces logiques, il vient pour se faire plaisir. Il vient pour avoir un moment, passer un moment important, agréable, etc. Des logiques sur lesquelles on reviendra, qui sont psychologiques et sociologiques, anthropologiques. Autrement dit, il n'y a pas la même classification, ni les mêmes objectifs pour tout le monde. Classer, ça n'est pas... On pourrait croire que classer, c'est objectif. En fait, c'est profondément subjectif. Or, à partir du moment où il y a autant de classements que de points de vue, ça veut dire qu'on fait entrer en jeu la notion de préférence. Qui dit subjectivité dit préférence. Et qui dit partition dit aussi parti pris. C'est-à-dire que dès que je classe, sans m'en rendre compte, je commence à introduire une échelle de valeur. Vous voyez, par exemple, si je dis « Ah oui, non, mais ça, c'est de l'opéra, ça, c'est de l'opérette », je suis déjà en train de mettre une valeur. Si je dis « Ça, c'est de l'art sacré, ça, c'est du street art », je suis en train, de manière très implicite, j'ai pas eu besoin de brûler, je suis déjà en train de valoriser. D'accord? Donc, à partir du moment où je value, je suis en train de distinguer. En utilisant les deux sens français du mot distinguer. Les distinctions, au sens commun, c'est ce qui sépare. Je distingue des objets. Mais distinguer, ça veut dire aussi ce qui a un certain niveau de raffinement. Être distingué, c'est maîtriser les codes de la culture distinguée. D'accord? De la même manière qu'en science, on parle de discriminer entre les entités. On dit « je discrimine entre les éléments de la classification de Mendeleïev ». Mais en sciences culturelles, discriminer, c'est traiter de manière différente. Je valorise les œuvres nobles et je dévalorise les œuvres non nobles. Autrement dit, toute classification induit une hiérarchie. Les grands auteurs, les auteurs mineurs. Le cinéma d'auteur, le cinéma grand public. Vous voyez bien que là, vous êtes en train de faire une classification. Vous voyez comment on est passé subrepticement d'une démarche qui se prétendait ou se croyait scientifique à une démarche qui est devenue profondément subjective. Et quand un prof ou un journaliste vous dit « Ah oui, mais ça, c'est un grand auteur », il a glissé d'une logique objective vers une logique subjective. Il est en train de vous faire passer ses préférences et ses propres partis pris. D'accord? Donc, classer une œuvre, ça sert aussi à classer les gens. Pour les uns, ceux qui sont comme le chercheur, l'enseignant, le médiathécaire, le journaliste, l'éditeur, le galeriste, classer une œuvre, ça permet comme se présenter comme dépositaire des critères du classement. En jargon, on appelle ça des prescripteurs. Ceux qui disent aux autres ce qui est une bonne œuvre. Moi, je vais vous dire, ça, c'est une grande œuvre. En revanche, ça, c'est nul, il ne faut pas lire, c'est pas bon. Ou quand vous prenez... alors, tout le monde ici a ses organes de prescription. Hein. Vous lisez, je ne sais pas moi, Télérama, etc. Et vous avez des articles qui vous disent est-ce que c'est une grande œuvre ou une petite œuvre? Une œuvre légitime ou une œuvre illégitime? Et puis pour les autres, c'est se faire classer en fonction de ce que vous lisez. Vous savez, c'est un des moments classiques que vous avez probablement tous dans votre vie fait ou vu faire ou être passé par des entretiens d'embauche. Vous savez, les questions vers la fin en disant « Alors, au fait, vous lisez quoi ?»« Ah, vous lisez l'Équipe ?»« Ah ouais, ici, on lit plutôt Le Monde. Hein, ouais. Donc, on vous rappellera. On vous rappellera. Vous regardez des séries ? Ah oui, nous, ici, on est plutôt cinéma d'auteur. Hein.
Vous lisez de la fantaisie, c'est embêtant là, c'est plutôt récit réaliste. Hein. Donc, bref, pavé dans la mare. Une classification culturelle n'est pas une catégorie scientifique. C'est un outil utilisé par des acteurs pour se positionner par rapport aux autres acteurs. Donc une classification culturelle, c'est un élément dans un champ de force où se jouent les rapports sociaux. Si vous êtes du bon côté des choix culturels, vous êtes dans telle catégorie. Si vous êtes du mauvais côté, vous êtes dans l'autre catégorie. D'accord ? La culture, je vais peut-être vous surprendre, j'espère que je ne vais pas vous choquer, et bien entendu, je répondrai à toutes vos questions ou objections à la fin de cette présentation. La culture, c'est un champ de force, dans lequel, alors vous savez que dans une société, il y a des rapports de force, alors il y a des rapports que vous connaissez, évidemment, je l'ai mis 2 fois tellement il est important, c'est le capital qu'on appelle économique, hein, vous avez de l'argent, vous n'avez pas d'argent, mais il y a aussi le capital culturel. Vous avez lu Proust, vous avez lu Pif Gadget, et ça ne vous classe pas dans la même catégorie. Donc, les pratiques culturelles, j'emprunte ici un sociologue assez connu qui s'appelle Bourdieu, qui disait « Les pratiques culturelles et les jugements émis par les acteurs sont des produits sociaux qui s'inscrivent dans une hiérarchie allant du plus légitime au moins légitime. » Ce qu'il résume dans une formule très puissante, rien n'est plus classant que la classification de la culture. Dès que vous mettez une hiérarchie, vous êtes en train de faire un rapport de force entre les œuvres, mais entre les individus qui lisent les œuvres aussi. Donc, fondamentalement, la culture se construit sur le mode pyramidal. Cette pyramide, elle est définie par l'être qui s'est doté du pouvoir de prescription. Les journalistes, les professeurs, les acteurs culturels, éducatifs et culturels en général dans une société, qui vous disent tout en haut quelle est la culture légitime. Tout en bas, quelle est la culture illégitime. Et puis, au milieu, les cultures semi-légitimes, c'est-à-dire qui ont longtemps été considérées comme ignobles, mais qui ont petit à petit pris du galon, qu'on va un peu valoriser. Pour prendre quelques exemples, très légitime la tragédie, l'opéra, semi-légitime le boulevard, les comédies musicales. Ça passe, ça ne choque pas de dire qu'on va avoir une comédie musicale. Beaucoup plus illégitime le stand-up, la Star Academy. Donc vous voyez que l'Occident se construit sur la définition d'une pyramide. Alors vous allez me dire, pourquoi pas? Je vais volontiers. Qu'est-ce qui légitime cette pyramide? Y a-t-il des critères qui permettent de dire que la tragédie est plus légitime que la Star Academy, ou que l'opéra est plus noble que le stand-up? Avant de répondre à cette question, je voudrais essayer de se dire pourquoi en Occident, et pourquoi en France en particulier, on se méfie comme ça de l'ignoble. Pourquoi on a tendance à déprécier ces cultures dites populaires, dites illégitimes, dites ignobles? Je vois 4 raisons principales. La première, c'est une question de rapport au temps. On a toujours tendance à privilégier ce qui est mort plutôt que ce qui est vivant. Ce qui vient du patrimoine plutôt que la modernité. Ce qui est de l'ordre de l'héritage plutôt que la culture en train de se faire. On se dit, bon, ça a fait ses preuves. Ça va passer. Donc il y a toujours une méfiance sur ce qui est en train d'être fait. Deuxièmement, une méfiance vis-à-vis de tout ce qui est populaire. Plus il y a de gens qui s'y intéressent, plus c'est suspect. Il y a quand même un petit côté élitiste dans la culture légitime qui consiste à dire on est un petit clan, un petit club. Nous, on sait quels sont les grands auteurs. Les autres, là, ils n'y connaissent rien. Et plus ils sont nombreux, moins ils sont crédibles. Une défiance vis-à-vis des jeunes générations. Pourquoi? Parce qu'on considère que nous, aînés, on est plus matures qu'eux, qu'eux, ils sont immatures, donc ils n'ont pas la maîtrise de leur choix culturel. Et puis enfin, une méfiance vis-à-vis de l'imaginaire. Cette méfiance, elle remonte à très longtemps en Occident. Vous savez que la majorité des civilisations dans l'histoire du monde ont été des civilisations de l'image et de l'imagination. Et l'Occident s'est progressivement détaché de l'image et de l'imagination pour plusieurs raisons. Des raisons religieuses, avec les grandes religions monothéistes qui ont privilégié le livre et en refusant la fascination des images. Les images, ça se jette, ça se brûle. La philosophie occidentale, avec la pensée grecque, Platon,
Vous connaissez le mythe de la caverne. Pour Platon, le poète, c'est le dangereux. La culture, c'est ce qui est dangereux, parce que c'est ce qui est de l'ordre de l'imagination. Il faut éliminer la culture, il faut aller du côté de la philosophie. La philosophie cartésienne, qui a structuré la pensée française, l'imagination, il faut s'en méfier, c'est le domaine des sens. C'est tout le thème que vous trouvez chez Pascal, Rousseau, Malebranche, de la fausseté, de la folie, du mensonge, de l'illusion. Dès que c'est imaginaire, c'est dangereux. Et vous voyez que ça marche encore aujourd'hui. Quels sont les grands auteurs classiques? Vous savez, Balzac, Stendhal, Zola, c'est-à-dire que des auteurs réalistes. On n'a pas d'auteurs imaginaires qui soient des grands auteurs en France. La science, évidemment, l'impact de la science avec Galilée, Newton, qui ont dit attendez, si vous voulez faire de la science, il faut éliminer l'imagination, il faut privilégier la raison. Et puis enfin, Comte, le discours, ce qu'on appelle le positivisme, qui a dit l'histoire de les civilisations, c'est de passer de l'imagination à la raison. Au fond, les civilisations anciennes, les civilisations primitives sont des civilisations de l'imagination, et la civilisation moderne, c'est une civilisation de la raison. Et Comte va dire, au fond, la civilisation, elle grandit comme un enfant. Il prend le modèle, il dit, en fausse pareil. L'enfant, il naît, il est immature, il est dans l'ordre de l'imagination. Quand il est grand, il passe dans l'ordre de la raison, et les civilisations font pareil. Donc on a une vision de la culture qui est, au fond, très positiviste. Quand on est jeune, on est du côté des cultures ignobles, les cultures de l'imaginaire. Et puis quand on est grand, allez, c'est bon, t'as plus l'âge de lire ces choses-là, maintenant il est temps de lire les cultures nobles. Comme si grandir, c'était oublier l'imagination pour privilégier la raison. Donc voilà notre pyramide telle qu'elle s'est imposée. Tout en haut, la littérature générale, les grands auteurs que vous connaissez. Un peu en dessous, les littératures destinées pour les adultes. Le roman policier, par exemple. C'est pas tout à fait ignoble, mais c'est pas aussi légitime qu'un grand auteur. La littérature à destination de la jeunesse, et tout en bas, les fictions de l'imaginaire pour la jeunesse. Les dystopies, la fantaisie, vous voyez, Tolkien, Hunger Games, si ces noms vous disent quelque chose. Ça, c'est ce qui est le plus bas, le plus vil, à brûler. Quelle objectivité va-t-on accorder à cette pyramide? Comment peut-on classer les éléments de la culture occidentale? Je vais aller peut-être un peu vite, parce que probablement ça risque de vous sembler un peu trapu, ou peut-être un peu inutilement conceptuel, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite là-dessus. Mon point de départ, c'est que qu'est-ce qui me permet de savoir ce qu'est un objet culturel? Je vais prendre l'expérience de l'extraterrestre, si vous voulez. Un extraterrestre qui arriverait dans notre civilisation, et on lui dirait, alors, qu'est-ce qui est culturel? Ça, c'est culturel? C'est un objet culturel ou pas? Je dirais, ouais, c'est bien, c'est joli. Il y a des couleurs, c'est sympa. Ouais, je pense que c'est un objet culturel. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'a pas la clé de lecture qui lui permet de se dire, il n'y a pas de tableau dans cette salle, mais imaginons que ça, là-bas, ça soit un tableau. Qu'est-ce qui permettra à l'extraterrestre de se dire, ça c'est une œuvre, ça c'est un artefact, et pas l'inverse? Vous prenez, c'est la même chose que fait l'archéologue. L'archéologue qui trouve ces objets-là, qu'est-ce qui lui permet de savoir qu'est-ce qui est l'artefact et qu'est-ce qui était considéré comme un objet culturel au moment où ça a été fait? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au fond, pour pouvoir classer un objet et se dire, lui, c'est de la culture, il faut qu'il ait des propriétés qui le distinguent des autres. Alors, je ne vais pas faire l'exercice intéressant, pourtant, je le fais avec mes étudiants, qui est de leur dire, retrouvez-moi là-dedans les objets qui étaient des objets culturels. Ah, il passe quelques heures intéressantes à débattre de ça. Donc, moi, la question que je vais poser avec vous, c'est, y a-t-il des qualités qui nous permettent de dire ça, c'est une œuvre culturelle, ça n'en est pas une? Je vais, parce qu'on n'a pas le temps, il faudrait que je le fasse pour tous les arts, je vais centrer sur la littérature, parce que c'est ce qui est le plus connu, mais ça pourrait être transférable, bien entendu. Je vais proposer, alors on va chercher, on va se dire, qu'est-ce qui nous permet de savoir que ça, c'est de la littérature, ou pas de la littérature. Voilà. Littérature, pas littérature, qu'est-ce qui va me permettre de dire? Traditionnellement, on propose l'idée que ce qui différencierait, c'est une relation particulière au monde, une certaine manière de présenter le monde, ou une certaine relation particulière au langage. Alors on va explorer ça.
Première possibilité. Une relation particulière au réel qui serait de subjectivité. Ça, c'est objectif. Ce sont des notes que vous prenez dans lesquelles n'entre pas votre subjectivité. Là, c'est la subjectivité d'un écrivain qui retranscrit le monde à sa façon. D'accord ? Je vais vous montrer 2 textes. On ne va peut-être pas les lire en totalité, on n'en a pas le temps, mais on va regarder le début. L'hypermarché Auchan occupe sur 2 niveaux presque la moitié de la surface du centre. Il en est le cœur, irriguant de sa clientèle l'ensemble des autres commerces. Sa suprématie est lisible au fronton du centre, où son nom s'étale en lettres gigantesques, éclipsant celle plus réduite de la Fnac et de Darty. Dans les parkings, les jauges abritant les batteries de caddie portent tout le logo de l'enseigne rouge avec un oiseau. Je saute. Me voici chez Auchan, dans un principe aux axes de circulation. Une allée centrale où toutes les entrées de rayons définissent ces espaces privilégiés qu'on appelle les têtes de gondole. J'ignore si les chips aux herbes de la marque Cybelle, présentées sur la première tête de gondole à droite, figuraient sur le prospectus du magasin la semaine où je l'ai visité. Quel est le texte littéraire ? Celui à gauche ? Oui, vous faites comme les étudiants, parce que vous êtes très intelligents, vous vous dites qu'il veut nous piéger. Vous avez raison, bien sûr. On devrait se dire, le texte littéraire est celui-ci, puisqu'il y a une subjectivité. Il y a quelqu'un qui raconte. Ici, on est dans de l'objectivité complètement scientifique. Bon, effectivement, vous avez raison. À droite, le texte où on dit « je », c'est une thèse de sociologie, de socio-économie de l'innovation. Je l'ai extrait de cette thèse. Et à gauche, le texte où il n'y a pas de « je », où c'est une description totalement scientifique, c'est un texte de Annie Ernaux. Évidemment, n'allez pas me dire que ce n'est pas une écrivain, puisqu'elle a obtenu le prix Nobel de littérature. Vous voyez les institutions de légitimation de la littérature. Donc, premier constat, je ne peux pas distinguer entre 2 objets en fonction du critère de l'observateur. Objectif, subjectif, ça ne tient pas. Je vais prendre un deuxième élément, l'élément de narrativité. Quand vous avez un manuel, il décrit. Quand vous avez un livre, il raconte. OK. L'objet décrit, la littérature raconte. Oui, sauf que la littérature n'a pas le monopole des récits. Des récits, vous en avez partout, tout le temps, tous les jours. Les fake news, les théories du complot, les grands récits, les religions, les récits nationaux. Hein, quand un politique perd une élection et dit « Ah, on n'a pas eu le bon récit, on n'a pas trouvé le bon récit », les histoires, les témoignages, les biographies, quand vous racontez votre vie, quand vous répondez. Donc, non, le critère du récit, ça ne tient pas. Je vais en proposer un troisième. La mise à distance du monde, les réalités. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est dans l'ordre du réel, ça, c'est dans l'ordre de l'imaginaire. Ah oui, mais la littérature n'a pas non plus le monopole des réalités. Le rêve, le fantasme, le délire, la pathologie, l'hypothèse, la conjecture. Quand vous faites un raisonnement en disant « supposons que », vous n'êtes pas dans le réel, vous n'êtes pas non plus dans la littérature. OK, donc les critères de mise à distance du réel, les critères ne tiennent pas. Bon, je vais essayer les critères du langage. Le langage, ici, serait un langage transparent. Il est pris à la lettre. Lui serait un langage autrement. Hein, par exemple, un langage métaphorique. Là, ici, le médium est identique au contenu. Je dis ce que je veux dire. Ici, j'utilise des métaphores, par exemple. Oui, donc par exemple, voilà un poème d'Éluard avec des métaphores. La terre est bleue comme une orange. Les guêpes fleurissent vert. Oui, mais si j'ai pris ça parce que je crois comprendre qu'il y a des mathématiciens dans la salle. Vous trouvez en mathématiques, je pourrais trouver partout, hein, des treillis, des trous, des ponts, des charmes, des gènes égoïstes. Bref, vous trouvez des métaphores aussi. D'ailleurs, René Thom, qui est médaille Fields de mathématiques, l'équivalent du prix Nobel, dit « toute connaissance est métaphorique ». Donc la dimension, l'utilisation du langage ne peut pas me permettre de distinguer entre un texte lambda et de la littérature. L'arbitraire ou la motivation. Dans le langage utilitaire, le médium n'a pas d'impact sur le contenu. La manière dont j'ai rédigé ne change pas le sens. En littérature, par exemple, on pourrait dire « Ah ben, regardez, la manière dont je dispose les mots change le sens, puisque je montre un chat. » Ou quand je dis « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» je fais référence aux serpents. Donc voilà, ça, ce serait une utilisation plus littéraire. Hein, le fait que le langage joue avec le contenu.
Oui, mais vous le retrouvez notamment en politique, par exemple. Quand vous avez un slogan comme « Aime la France » ou « I like Ike », ou le général de Gaulle qui fait forger des pièces où il met son profil de façon que son profil coïncide avec l'hexagone, il joue très subtilement sur l'adéquation entre le signifiant et le signifié. Donc, non, la littérature, la politique fait aussi du langage analogique. Donc, il n'y a pas plus de littérarité à gauche qu'à droite. Et puis, je vais en prendre un dernier. On pourrait dire que dans la littérature, le médium s'effacerait au profit du contenu, que je peux mettre en avant le langage pour lui-même, les sonorités, les rimes ou les références culturelles. Oui, mais donc il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Oui, mais des rimes, vous en avez partout, en particulier en publicité. T'as pas d'amis, prends un curly. Un coup de barre, ça repart, etc. D'accord ? Donc, j'en arrive à l'idée suivante, si vous voulez. Je suis parti d'une question toute bête. Je me suis dit, comment est-ce que je peux distinguer un texte littéraire d'un texte non littéraire ? Ben, j'ai pas de critères. J'ai pas de critères. Il n'y a pas de critères objectifs qui me permettent de dire ça, c'est plus littéraire que ça. Le seul critère, c'est on va le voir. On va voir. On va essayer de le donner. Comme je n'ai pas le temps, je ne vous parle pas de l'axiome de la mauvaise herbitude, tant pis, c'est très drôle, mais ça me plaît beaucoup, mais je n'ai pas le temps, donc j'y renonce. Oh, allez, je le fais court. Je le résume. C'est une idée de Kuller qui dit, il y en a ici qui ont un jardin, il y en a qui désherbent de temps en temps. Oui, non ? Bon, comment vous reconnaissez les mauvaises herbes ? Ha. Vous n'avez pas de critères qui vous permettent de distinguer les mauvaises herbes. Comme le dit brillamment Kuller, à quoi reconnaît-on une mauvaise herbe ? Le secret qu'il n'y en a aucun. Les mauvaises herbes sont tout simplement des plantes que les jardiniers ne souhaitent pas voir pousser dans leur jardin. Quiconque aurait pour but d'identifier leur spécificité, leur mauvaise herbitude, perdrait son temps à rechercher les qualités formelles ou physiques qui font de ces plantes des mauvaises herbes et serait mieux inspiré de mener des enquêtes historiques, sociologiques et peut-être psychologiques sur les différents types de plantes jugées indésirables par différentes communautés. Ce que vous trouvez une mauvaise herbe, au Pérou, sera considéré comme une herbe très importante, très utile d'un point de vue médical. Et il transcrit et il dit « Et si la culture était semblable à la mauvaise herbe ?» C'est-à-dire que si je cherche des critères de légitimité ou d'illégitimité, j'en trouve pas. Donc, ça m'amène à pousser ma réflexion sur un mode encore plus radical. J'en suis à me demander qu'est-ce qui fait qu'il y a œuvre ? Qu'est-ce qui fait que ça, c'est une œuvre et pas ça ? Est-ce que ça pourrait devenir une œuvre ? Oui, bien sûr. À quelles conditions ? Alors, on va prendre un ensemble de choses que je prends au monde. Je prends un urinoir, je prends un papier blanc, je prends des cartes, des photos, et je prends une pause de silence. J'enregistre une pause de silence, avec pas de bruit. Est-ce que c'est une œuvre ? Madame, vous dites ? Pas de chance, ce sont des œuvres. Ben oui, bien sûr. Ça veut donc dire que n'importe quoi, et même ça, peut devenir une œuvre, Hein, La Fontaine de Duchamp, Miss Peregrine, le White Painting de Rauschenberg et Cage, 4 minutes 33. 4 minutes 33, c'est un morceau qui s'appelle 4 minutes 33. Vous avez 4 minutes 33 de silence. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une œuvre ? Il a fallu d'abord que quelqu'un enlève l'objet au monde et décide de se l'approprier. D'accord ? Il met sa signature, il l'encadre, il le relie. Il dit « Ah, je vais lui mettre une couverture, etc. » Okay ? Je vais humaniser cette chose qui n'était pas humaine. Ensuite, je vais lui donner une identité. Je vais lui donner un titre, par exemple. Fontaine. Roman. Autofiction. D'accord ? Donc je vais passer de l'objet à un objet culturel. Je vais en changer la nature. Je vais dire, attention, c'était un artefact, à partir de maintenant, ça devient un objet culturel. Et enfin, je le détourne. Je change sa signification. Ça servait à boire, désormais, ça servira à être regardé. Je suis passé de la pragmatique à l'esthétique. J'ai déplacé le point de vue de la main à la pensée, au regard que je porte sur cette œuvre. D'accord ? Donc le premier
grand élément qui fait qu'une œuvre est œuvre, il faut une intentionnalité. Il faut que quelqu'un, quelque part, décide, désigne et détourne. Et vous voyez que n'importe quoi, absolument n'importe quoi, peut être décidé, désigné, détourné. Est-ce que ça suffit? On va voir. Je vais vous proposer une recette de cuisine. C'est un cocktail, c'est une recette de cocktail. Elle est assez sommaire. Pressez les oranges amères, versez une larme d'alcool fort, dégustez. Alors moi, je vais faire une œuvre culturelle avec ça. Donc je vais faire un poème qui va s'appeler Toussaint. Et il va s'intituler comme suit. Pressez les oranges amères, versez une larme d'alcool fort, dégustez. Bazin 2022. Ben oui, j'ai décidé que cette recette désormais serait un poème. Je lui ai donné un titre, Toussaint, qui change sa signification, hein, parce que ça veut dire que ça devient une métaphore de la tristesse, de la mélancolie devant les gens qui sont disparus, etc. Donc j'ai changé le sens de la recette. Ça devient un poème sur le deuil des êtres disparus. Est-ce que ça suffit? Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit une œuvre? Vous êtes un gentil public. Vous n'osez pas me dire non. Mes étudiants, ils me disent « Oh, vous rigolez, monsieur, c'est nul ». Et ils ont raison, bien sûr. Donc vous voyez que l'intentionnalité ne suffit pas. Il faut en face qu'il y ait un cadre qui accepte cette intentionnalité. D'accord? Donc il faut en face qu'il y ait quelqu'un d'autre qui dit « Bon, d'accord, j'accepte ta décision et ton objet, je vais l'exposer, ou je vais le publier, ou je vais l'interpréter, je vais le mettre en musique. » Il faut quelqu'un qui l'indexe, qui va mettre un petit cartel en disant « Voilà, œuvre de Laurent Bazin, poème génial, créé en 2022, etc. » Et puis enfin, il faut que des critiques commencent à parler pour dire cette œuvre est extraordinaire, elle constitue avec la signature Veolia, qui constitue une métaphore brillante. Enfin, vous voyez, des gens qui vont commencer à bavasser sur les textes. Et tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas œuvre. Donc, en face de l'intentionnalité, il faut qu'il y ait une attentionnalité. Même si vous avez envie de faire une œuvre littéraire de ça, si toute la salle n'est pas d'accord, c'est terminé pour vous. D'accord? Donc voilà. Pour qu'il y ait une œuvre, il faut qu'il y ait une mise en contexte, par décision et par insertion, une mise en texte, par désignation et par indexation, et une mise en signification, par détournement et par intégration. Donc il faut qu'il y ait la rencontre d'une intentionnalité et d'une intentionnalité. Vous voyez, c'est intéressant, parce que ça veut dire que rien, à aucun moment dans tout ça, on a parlé des propriétés intrinsèques de cet objet. Ce n'est pas parce qu'il est beau ou moche, c'est parce que moi j'ai décidé et que vous êtes tombés d'accord. C'est tout. Hein? Donc, vous voyez que ma question n'est plus qu'est-ce qu'une œuvre d'art, mais quand est-ce qu'il y a œuvre d'art? Je ne suis plus dans, je vais utiliser du jargon, je ne suis plus dans l'ontologie, mais je suis dans la phénoménologie. Autrement dit, je vais jeter un gros pavé dans la mare. Il n'y a pas d'essence de l'œuvre d'art. Il n'y a pas de critère de beau absolu, un historique transcendantal. Il y a des moments, des décisions par lesquelles des gens proposent et d'autres acceptent. D'accord? Donc, parler de culture, c'est pas dire « Ah oui, ça c'est une œuvre », c'est de dire pourquoi certaines personnes ont choisi de proposer ça et pourquoi d'autres ont choisi de le recevoir et de l'accepter. D'accord? Ça va? Je ne vous choque pas trop? Ça bouge quand même pas mal l'équilibre de ce qu'on a appris à l'école. Hein? Parce que ça m'amène évidemment à dire, ben pourquoi? Parce qu'à l'école, on nous apprend le contraire. On nous apprend qu'il y a des grands auteurs et des grandes œuvres. Et on nous dit même, ça c'est un chef-d'œuvre. C'est même un chef-d'œuvre universel. Parce que c'est du beau et universel. Alors, moi, vous voyez qu'en face de ce type d'assertion, je suis un peu dubitatif. Je me dis, mais attendez, si
une œuvre n'a pas de propriété intrinsèque, mais n'est que l'objet de projection extérieure, ce que l'artiste a voulu mettre là-dessus et ce que le galeriste ou le spectateur choisit de mettre là-dessus, on est dans la relativité totale, autant dans l'espace que dans le temps. Alors je vais vous le prouver dans l'espace et dans le temps. On va prendre par exemple la Joconde, qui nous est vendue par la culture occidentale comme un chef-d'œuvre universel. Alors il y a un livre très intéressant qui a été écrit par une anthropologue qui a dialogué avec un philosophe chinois qui s'appelle « À quoi pensent les Chinois en regardant Mona Lisa ?» Et donc elle fait parler ce Chinois, qui est un type très cultivé, hein, qui connaît très bien la culture chinoise, et il lui dit « Voyez-vous, c'est le genre de tableau sur lequel je ne m'arrêterai jamais, sauf si le guide ne m'y invitait en me disant qu'il s'agit d'un de vos chefs-d'œuvre. Mais franchement, je n'y vois rien qui attire mon regard ou ma pensée. » Relativité totale du regard pour une culture autre. C'est fascinant parce que vous savez que qui photographie le plus la Joconde, évidemment, c'est l'Extrême-Orient au Louvre. Et un peu plus loin, dans le livre, il dit « À mon avis, on va voir Mona Lisa parce que l'on sait que vous y voyez une des plus belles femmes de la Renaissance italienne. Ah oui, quelle beauté lui trouvez-vous? Je la vois belle parce qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. » La tautologie. Vous m'avez dit que c'est un chef-d'œuvre, donc elle est belle. Mais d'ailleurs, est-ce que, soyons sérieux, vous avez tous été devant la Joconde, est-ce que vous la trouvez belle? Non, personne la trouve belle. La beauté de la Joconde, c'est la beauté parce qu'on nous a dit qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Donc on la voit ainsi, superbe, d'une grâce infinie et mystérieuse. Donc une grande relativité géoculturelle de la beauté. Alors relativité temporelle aussi. Le petit quiz pour vous réveiller. J'accorde 50 points de considération à toute personne qui identifiera la personne qui est montrée à l'écran. Tic, tic, tic. Premier prix Nobel de littérature. Pas n'importe qui. L'homme le plus important du XIXe siècle en matière de culture. Sully Prudhomme. Vous connaissez Sully Prudhomme? Vous avez le droit de me dire non. Qui, au XIXe siècle, sont les auteurs ignobles? Ceux qu'on traîne devant les tribunaux parce qu'ils sont vulgaires, obscènes, déplacés, décalés. Flaubert, Baudelaire, Zola, Maupassant. Tous les auteurs qui, aujourd'hui, sont devenus le sommet du panthéon culturel. Et Sully Prudhomme a disparu aux oubliettes. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Pour le 19e, l'échelle de valeur légitime, illégitime, noble, ignoble, s'est inversée en un seul siècle. Alors là, il faut que j'invite, je ne sais plus qui, personne qui m'a dit qu'il fallait... Ah non, c'est vous qui devez me parler, là. Vous voulez me le faire? Vous voulez le commenter? Bon, vous savez, vous avez évidemment entendu du salon des parlers, du salon des classiques et du salon des recalés. Et vous savez que le tableau qui était le tableau considéré comme le beau absolu, la naissance de Vénus, est aujourd'hui considéré comme Pompier, alors que l'Olympia de Monet, etc., que tous les gens sont devenus... Donc vous voyez, là, le beau peut s'inverser complètement en quelques années. Alors bien sûr, pour tous les arts, il y a des phénomènes de reclassement et de déclassement. Un genre qui était très valorisé, par exemple policier au 19e, est très intellectuel, parce que c'est une création de Poe, d'Edgar Poe, donc c'est quelque chose qui est... Bon, au 20e, ça devient le polar, donc ça se déclasse dans l'échelle culturelle. Le baroque, les 4 saisons, qui était la quintessence de la culture savante, aujourd'hui de la musique de supermarché, c'est ce que vous écoutez quand vous allez à Auchan ou à Carrefour. La bande dessinée est un genre considéré comme ignoble, bas de l'échelle, etc. Aujourd'hui, c'est le 9e art. C'est valorisé. Tout le monde a de la bande dessinée dans son... Alors, quand on veut faire un peu plus savant, d'ailleurs, on va parler non pas de bande dessinée, mais de roman graphique, encore un petit peu plus noble. Le jazz, qui était une musique de prolétaires, une musique d'esclaves, etc., est devenu une musique très savante, très cultivée. Donc on voit bien que les phénomènes culturels, ils bougent tout le temps. Même aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que la culture est devenue assez relative, y compris chez les individus.
Il y a un sociologue qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Bernard Lahire, qui montre qu'aujourd'hui, de plus en plus, des gens qui ont un profil légitime ou complètement illégitime deviennent de plus en plus rares. C'est-à-dire que, vous voyez, dans son tableau de synthèse, les gens qui disent « moi, je ne consomme que de la culture légitime, moi, je ne consomme que de la culture illégitime » sont en fait les exceptions, qu'aujourd'hui, tout le monde mélange. Aime la littérature du XVIIIe et regarde la Sarac, fréquente le Louvre, mais mettent du rap sur leur... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à hybrider, à croiser de plus en plus nos goûts. Alors, pourquoi cette évolution? Pourquoi, aujourd'hui, la pyramide culturelle classique est-elle remise en cause au XXIe siècle? Ce sera ma dernière partie, je vous rassure. Pour deux raisons, je crois. Une raison historique et une raison technologique. La raison historique, c'est que l'ensemble de la civilisation occidentale, qui naît en gros dans le bassin méditerranéen au moment de l'Antiquité grecque et qui explose avec la Renaissance jusqu'à la fin du XIXe siècle, se conçut sur un mode de progrès. Le progrès de la rationalité, de la science, de la technologie. Et puis, catastrophe, au XXe siècle, ce modèle s'écroule. Il s'écroule pour plein de raisons. Des raisons politiques, avec notamment le traumatisme des guerres mondiales et les génocides. Vous vous rappelez la citation de Valéry qui disait « Nos autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels ». C'est-à-dire qu'on croyait qu'on allait tout droit vers le progrès, et d'un seul coup, on s'est dit « Ah ben ça peut s'arrêter du jour au lendemain ». C'est plus du tout l'autoroute vers l'avenir, c'est le grand point d'interrogation. L'érosion des grands récits, c'est-à-dire la sécularisation de la société, la fin des grandes idéologies, le fait qu'on n'ait plus vraiment d'idéaux auxquels se raccrocher, la fragilité, l'immense fragilité socio-économique, les chocs pétroliers, les crises financières, le chômage de masse. Donc le modèle historique qui était dominant, qui était synonyme de progrès, tous les repères traditionnels se sont effondrés. Donc ça devient difficile de continuer à croire les gens qui vous disent « Ah oui, mais nous savons ce qui est bon pour vous. Vous nous avez dit que vous saviez ce qui était bon pour nous en matière de politique. On nous a vu où ça nous a emmenés. Donc pourquoi vous ferait-on confiance dans le domaine de la culture ?» Donc une première raison qui est la méfiance vis-à-vis du modèle historique dominant. Et la seconde, elle est technologique. C'est l'importance décisive du nouveau régime de communication. L'ère de l'Internet, avec tout ce que ça traduit en termes de circulation. Pourquoi c'est fondamental? Parce que ça change complètement la relation au choix. Quand moi j'étais petit, quand je voulais choisir un livre ou un disque ou un film, j'avais mes prescripteurs de proximité. Mes parents, mes profs, mes médiathécaires. Et donc ils me disaient ce qu'il fallait que je lise. Et ils me disaient « Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. » Aujourd'hui, quand ils veulent savoir quoi lire, quoi regarder, quoi écouter, ils vont sur Internet. Et là mes prescripteurs de proximité, ils étaient 2 ou 3. Sur Internet, ils sont 500 millions. Ah, ben si 500 millions de personnes lisent Hunger Games ou Harry Potter, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le lire. Donc l'Internet modifie complètement la relation à la culture. C'est-à-dire que le rapport de force, j'ai parlé de rapport de force tout à l'heure, qui a fait que pendant des siècles, un petit groupe de profs, de savants, d'hommes cultivés, d'intellectuels pouvait dire « Nous allons vous dire ce qui est bon », aujourd'hui ne tient plus. Vous connaissez peut-être la citation de Staline qui disait en parlant du pape, le pape combien de divisions? Pour les jeunes d'aujourd'hui, la culture, c'est des centaines de millions de divisions. Donc on n'a plus besoin des choix des adultes. On n'a plus besoin du choix des adultes. On va se fier au choix des pairs. Donc c'est une culture qui circule en permanence, en interaction permanente. Ça change aussi, bien entendu, la culture, la manière de vivre la culture. Nous, adultes, avons une relation très solitaire à la culture. On lit seul et on ne commente pas nos lectures, à la rigueur à ses copines ou ses copains. Eux, tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils aiment, ils le mettent immédiatement sur le net.
Ils le mettent sur Facebook, ils le mettent sur les réseaux sociaux. Ils ont ce qu'on appelle des booktubeurs, c'est-à-dire des jeunes qui se filment en train de dire « Ah, vous savez, j'ai lu ça, c'est génial, il faut absolument que vous lisiez ça, et ainsi de suite. » Donc ils sont dans une culture du partage, de la circulation, en dehors de nos circuits traditionnels de légitimation. Ils sont même dans une approche de la réécriture. C'est-à-dire, vous, quand vous aimez un livre, quand vous l'avez fermé, il ne va pas vous venir à l'esprit de le réécrire ou d'en écrire une suite. Eux, si. Ils écrivent ce qu'on appelle des fanfictions. C'est-à-dire, ils disent « Ah ben, j'ai adoré, je n'ai pas envie que ça se termine, donc je vais rajouter un chapitre, ou je vais imaginer une autre aventure, ou une autre suite, ou un autre épisode, et ainsi de suite. » Donc ils continuent. Ils disent « Cette œuvre, elle n'appartient pas simplement à l'auteur, elle m'appartient aussi. Je l'ai aimée, donc j'ai envie d'y rajouter mon édifice. » Et donc, effectivement, en 10 ans, ils ont changé drastiquement leur choix. À la fin du XXe siècle, les lectures préférées des jeunes, c'était Vipère au point, Germinal de Zola, des œuvres classiques, des œuvres réalistes, des œuvres légitimes du Panthéon. Aujourd'hui, c'est Harry Potter, Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, c'est-à-dire des œuvres de l'imaginaire. Ils ont carrément changé leur régime de légitimation. Donc vous voyez qu'au XXIe siècle, on a eu un changement majeur. Alors ce changement, j'attire votre attention là-dessus, il ne porte pas simplement sur la culture, il porte aussi sur la société. Pendant des siècles et des siècles, la civilisation occidentale s'est construite sur un mode de prescription verticale. Les aînés disent aux plus jeunes ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut lire. Ils transmettent des valeurs. Alors dans notre domaine, les institutions éducatives, les médiateurs culturels disent « Voilà, c'est ça le capital culturel légitime. Ça c'est un grand auteur, ça c'est mineur, ça c'est noble, ça c'est ignoble. » C'était ce qu'on pourrait appeler la loi du père. Choix qui est majoritairement rationnel et réaliste. Si vous faites attention, les grandes œuvres de notre patrimoine sont toutes réalistes. Aujourd'hui, on assiste à un nouveau paradigme de transmission, un paradigme de circulation horizontale. Les jeunes ont cessé de nous demander ce qu'il fallait lire, regarder, écouter. Ils le font entre eux. Ils disent « Nous allons construire notre propre bien culturel. » Et il ne sera pas moins légitime que le vôtre, puisqu'il sera le nôtre. Donc on a remplacé, vous me pardonnerez le jeu de mots, la loi du père par la loi des pères. Et cette loi des pères a dit, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'imaginaire, c'est la fiction, c'est la fantaisie, c'est la dystopie, c'est le post-apocalyptique, c'est le fantastique. C'est tout ce qui nous évade d'un réel dans lequel, finalement, on n'a plus trop grand-chose à attendre. Donc vous voyez qu'en 10 ans, la civilisation a inversé complètement son modèle. Avant, l'idéal, c'était un adolescent. Il doit grandir et il doit devenir adulte. Aujourd'hui, les adolescents, ils disent « je n'ai pas du tout envie de devenir adulte. Je vais rester adolescent le plus longtemps possible. » C'est pour ça qu'on a le concept d'adolescent, ou vous avez peut-être entendu parler le concept de jeune adulte, young adulte. C'est-à-dire tous ces jeunes de 20 ans à 30 ans qui continuent à lire la même chose que les jeunes avant, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de rentrer dans le monde adulte. Donc, vous voyez que pour le XXIe siècle, le modèle pyramidal, il a disparu. Pour le jeune du XXIe siècle, on n'est plus du tout dans la hiérarchie, mais dans la co-construction. On n'est plus dans la prescription, mais dans la communauté d'appartenance. Et ça circule entre la culture légitime, les cultures populaires, la culture jeune. Il n'y a pas de souci, on bouge de l'un à l'autre. On va lire Hunger Games et Germinal. On va regarder Twilight et on va lire Léo de Hurlevent. Il n'y a pas d'opposition entre ces univers. Je conclurai avec ça. Comment réagir avec ce scandale que je viens de vous présenter? Vous allez me dire, enfin, quand même, vous êtes un dangereux agitateur, provocateur, malgré tout ce que vous avez dit. Vous êtes en train de nous dire que les jeunes générations n'ont plus besoin de nous. Oui, je suis en train de vous le dire. Non pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils n'ont plus besoin. Je suis en train de vous dire qu'ils ont décidé qu'ils n'avaient plus besoin. Et je vous montre le fait qu'ils sont en train de se comporter comme ça. Moi, je le fais pour la culture.
Mais vous savez que ça peut valoir aussi pour les valeurs sociales, politiques, éthiques, c'est pareil. Comment, nous, on doit réagir à ça? La première réaction, c'est celle que j'ai évoquée en début, ce serait l'exclusion, l'autodafé. C'est mes collègues qui disent « je ne veux pas entendre parler de ça ». C'est tous les profs de l'éducation nationale qui disent « je ne veux pas entendre parler de Harry Potter, de Hunger Games, etc. » Je forme beaucoup de profs du second degré, je forme beaucoup de médiathécaires, je leur dis c'est la solution la plus dangereuse qui soit, parce que c'est le fossé des générations. Si vous faites ça, vous allez vous enfermer dans un coin et ils vont s'en aller dans le leur. Vous ne vous parlerez plus. Donc je pense que nous, en tant qu'adultes, en tant qu'aînés, on doit non pas rejeter ni brûler leur culture, mais comprendre pourquoi ils ont besoin de ces cultures. Alors, je ne vais pas très longtemps développer les raisons de pourquoi ils ont besoin de ces cultures. Ça, c'est une intervention, ce sera une intervention dans 2 ans. J'ai écrit plusieurs bouquins là-dessus, donc ça ne se résume pas en 3 minutes. Mais je vais vous en donner quand même quelques idées fondamentales. La première, c'est que les jeunes générations se vivent sur le mode de l'indétermination. Si vous y réfléchissez, vous vous rendez compte qu'un adolescent, c'est la seule catégorie d'âge dans une société à qui la société ne dit pas qui elle est. On ne dit pas à l'adolescent qui il est, on lui dit ce qu'il n'est pas. On lui dit « tu n'es plus un enfant, mais tu n'es pas encore un adulte ». Donc l'adolescent, il est défini par la négative. On lui dit « t'es plus ça, t'es pas encore ça ». Donc il a un espace d'indétermination qu'il ne sait pas comment remplir. Et donc il a besoin de le remplir avec quelque chose. D'accord ? Moi, je pense que les jeunes générations vont remplir cet espace avec les fictions qu'ils consomment. C'est-à-dire qu'ils vont, tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils regardent, tout ce qu'ils écoutent et tous les jeux vidéo qu'ils jouent, ils les utilisent pour se former, pour s'individuer, pour se trouver eux-mêmes. Quels sont leurs grands questionnements? La question du corps, qui suis-je? La question de l'identité. Est-ce que je suis garçon ou est-ce que je suis fille? Pourquoi mon corps évolue? Pourquoi il change de manière bizarroïde? Pourquoi est-ce que j'ai des pulsions d'agressivité parfois? Enfin, bref, qui suis-je? Ensuite, où suis-je? Comment je me définis avec ce qui est autour de moi? Comment je me situe par rapport au monde? Et enfin, qui je fréquente? Quelles relations j'entretiens avec le monde qui m'entoure? Les 3 grandes questions de l'être, du rapport au monde et de la question du rapport aux autres. Comment être soi, comment être au monde, comment vivre ensemble. L'identité matérielle, l'identité connaissance, l'identité collective. Or, ce qui est très intéressant de voir, c'est que toutes les fictions contemporaines, toutes celles que nous appelions ignobles, toutes celles que nous appelions ignobles au début de cet exposé, et que désormais nous saurons qu'elles sont aussi légitimes que les autres, sont des réponses à ces questions. C'est-à-dire que toutes les questions qu'ils se posent, les grandes questions, la question du corps, la question de la métamorphose, la question du passage entre les mondes, la question de l'hostilité par rapport aux parents, la question de la révolte par rapport aux adultes, les conflits entre pairs, etc., sont traités dans les livres, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo qu'ils pratiquent. Autrement dit, je pense que pour tous ces jeunes, ces fictions que nous considérons rions comme ignobles sont les clés de lecture de leur propre construction d'eux-mêmes. Par transfert, par procuration, ils vont trouver dans ces fictions, dans ces univers, les réponses à toutes les questions qu'ils se posent. Je n'ai pas le temps de le développer trop longuement. De toute façon, on arrive au terme de cette présentation. Je vais vous en donner juste quelques exemples. Un des thèmes qui est très fréquent dans les littératures, dans les fictions des jeunes générations, c'est le thème de la métamorphose animale. Vous savez, la lycanthropie. L'enfant qui devient un loup-garou, par exemple, ou qui se transforme en vampire. La réaction de l'adulte par rapport à ça, c'est de dire « c'est du n'importe quoi, c'est vraiment des trucs de gamin, c'est de l'imaginaire, c'est nul, c'est pas de la littérature ».
Mais pour eux, c'est vital de réfléchir à la question de la métamorphose. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres de métamorphose. L'adolescence, c'est le moment où le corps se métamorphose, l'intellect se métamorphose, tout change. On est en mutation permanente. Donc on a besoin de... C'est difficile d'être en métamorphose permanente. Donc on a besoin de gérer ça. Et ils vont trouver dans ces histoires des réponses aux questions qu'ils se posent sur la transformation. Comment vivent ces transformations? D'accord? De la même manière, un des thèmes qui est très présent dans ce type de fiction, c'est le rapport à l'autorité. Qui est une des grandes questions de l'adolescent. Quand vous êtes enfant, vous trouvez que tout va bien, vous faites ce que les adultes vous disent. Quand vous êtes adolescent, vous commencez à vous confronter. Et toutes ces histoires mettent en scène des conflits d'autorité. D'accord? Donc, je pense que la première réponse à la question « qu'est-ce qu'ils vont trouver dans ces littératures que nous appelions ignobles ?» une réponse psychologique, un miroir, une projection des grandes interrogations qu'ils se posent. Deuxièmement, ils vont répondre des réponses sociologiques. Ils vont chercher des manières de vivre ensemble. Un des grands thèmes des fictions contemporaines pour les jeunes adolescents, c'est les mondes sans adultes. Vous imaginez que les adultes ont disparu et vous laissez les adolescents construire entre eux une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouvel univers, une nouvelle société. Évidemment, ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? On met des règles ou on ne met pas de règles? Au début, on ne veut pas de règles parce que c'est l'histoire d'adultes. Ah oui, mais si on ne met pas de règles, ça tourne vite au vinaigre. Donc on est obligé d'en mettre. Ah oui, mais lesquelles? Et qui va les donner? Qui va être habilité à les gérer? Bon, bref, ils sont obligés, dans ces fictions, de se reposer les grandes questions de contrat social que nous, adultes, avons gérées depuis longtemps avec nos constitutions et autres démocraties. Et puis enfin, ils ont une raison profondément anthropologique. Dans toutes les sociétés, à toutes les époques du monde et dans toutes les aires géoculturelles, le passage de l'enfance à l'âge adulte a été géré par ce qu'on appelle des rites de passage. Vous savez, des petits moments symboliques pendant lesquels on dit « attention, attention, symboliquement, tu vas te penser comme sortant du monde de l'enfance et entrer dans l'âge adulte ». Par exemple, dans les sociétés africaines, on les enlève de la tribu, on les met dans la brousse, ils sont dans un village. Dans d'autres sociétés, il faut aller chercher un oiseau, etc. Dans nos sociétés au Moyen-Âge, c'était se regrouper ensemble. Par exemple, au Moyen-Âge, les jeunes filles devaient quitter leur mère et aller pendant un mois chez la couturière qui allait leur apprendre, et ainsi de suite. Plus récemment, chez nous, c'était le service militaire. On prend les jeunes, on les enlève, etc. Bon, bref, il y avait des rites de passage. L'Occident, et même, oui, l'Occident, parce qu'il y a encore quelques sociétés dans le monde qui ont encore des rites de passage, a fait disparaître tous les rites de passage. Il n'y en a plus dans nos sociétés. Et les jeunes, ils en ont besoin. C'est un besoin anthropologique. Donc, où vont-ils le chercher? Dans la fiction. Je pense que la fiction, aujourd'hui, est le dernier rite de passage que, puisque les sociétés ne leur donnent plus, ils vont se trouver eux-mêmes. Donc c'est fondamental. Et non seulement il ne s'agit pas de les brûler, mais au contraire, il faut les encourager, les laisser se former, puisque c'est leur propre devenir qui est en place. Donc, je conclurai avec 3 idées. La première qui est celle-ci, non seulement il n'est pas illégitime que les jeunes générations consomment des cultures que nous pensons illégitimes, mais il est même légitime de les encourager à les pratiquer, et peut-être même de les découvrir vous-même pour voir ce qu'elles sont susceptibles d'apporter. S'ils sont 500 millions dans le monde à y trouver un besoin, peut-être il y a quelque chose auquel nous n'avions pas pensé qu'il peut être utile de considérer. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a nous aussi. Pourquoi on se raconte des histoires? On ne se raconte pas des histoires pour décrire le monde de manière objective. On se raconte des histoires pour vivre autre chose, autrement, plus intensément. Je vais vous citer 2 livres. Un livre de Jérôme Brunner qui s'appelle « Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?» et où dit, alors c'est un peu technique, le récit littéraire subjonctivise la réalité, c'est-à-dire il accorde une place à ce qui est, mais aussi à ce qui pourrait et aurait pu être. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il dit, c'est que pourquoi on a autant besoin d'histoire? Parce qu'on ne peut pas se satisfaire de notre vie au quotidien. Ce serait terne. On a besoin de temps en temps de sortir, d'avoir un peu plus, autre chose, un lieu de possible. Ce que dit aussi Michel Petit, qui est une anthropologue dont je vous recommande la lecture, ça se lit très facilement, c'est passionnant.
Et elle dit notamment, elle conclut avec ce très beau texte, « On ne lit pas seulement pour maîtriser des informations, car le langage n'est pas réductible à un instrument ou à un outil de communication. On ne lit pas pour briller dans des salons ou pour singer les bourgeois, culture légitime, culture noble, qui du reste ne lisent pas tous. Beaucoup de femmes et des hommes lisent par goût de découvrir et pour inventer du sens à leur vie, y compris dans des milieux populaires, pour sortir du temps, de l'espace quotidien, accéder à un monde élargi, pour s'ouvrir à l'inconnu, se transporter dans des univers étrangers, se glisser dans l'expérience d'un ou d'une autre, s'approcher de l'autre en soi, l'apprivoiser, moins le redouter, pour savoir ce qui a été inventé comme solution à la difficulté d'être de passage sur Terre, pour habiter le monde poétiquement et ne pas être seulement adapté à un univers productiviste. » Donc, vous voyez que la culture, c'est toujours une étape indispensable de la construction de soi, qu'on soit un jeune ou qu'on soit un aîné, ou qu'on appartienne à l'âge d'or, comme on dit. On ne se cultive pas pour objectiver le monde, mais au contraire pour le subjectiver. Ce qui m'amène à une triple conclusion. À l'échelle individu, à votre échelle, chacun d'entre vous, ne jamais se sentir inhibé par ses goûts, ses choix, ses préférences. En matière de... Ne jamais avoir peur de se dire « je ne vais pas dire aux autres que je lis ça, parce que sinon ils vont me prendre pour ignoble ou illégitime ». En matière de culture, toutes les réactions sont recevables et l'émotion est première. Et l'émotion est au fond le seul critère recevable dans tout jugement culturel. À l'échelle des groupes, évitez la distinction culturelle. Ne jamais dire « ah, toi tu lis ça ». Comme le dit très brillamment Lahire, en matière de légitimité culturelle, aucune institution ne détient le monopole des prix. Et enfin, à l'échelle des sociétés, et ça c'est un débat que nous avons en France aujourd'hui tous les jours, notamment à propos des histoires de wokisme, remettre un peu l'histoire culturelle en perspective. En matière de culture, aucun continent n'a le monopole des choix culturels. Et donc, à l'exclusivité des partis pris exclusifs, ma culture est meilleure que ta culture. Je vous engage à préférer la richesse de l'interculturalité. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Tout le monde est resté, donc ils ont tenu le coup. Ouais, c'est parce qu'ils vous leur avez mis des chaînes. Non, non, non. Avant que je rentre pour Fakir. Non, non, non. Merci beaucoup pour cet échange, pour cette proposition qui nous fait bien réfléchir. Moi, ce que vous étiez en train d'indiquer me faisait penser à une interrogation que j'ai eue lorsque nous travaillons sur la programmation culturelle chaque année. Donc une fois qu'elle est terminée pour une année, on est tout de suite sur la suivante. Et on réfléchissait l'année dernière à l'exposition au musée. On était sorti de l'exposition des tarots enluminés du XVe siècle, qui a été une très belle exposition. Et on réfléchissait à une exposition sur les cartes Pokémon. Et alors, certains, pas dans l'équipe de la culture de la ville, mais d'autres, disaient « c'est quoi ton truc sur les cartes Pokémon au musée ?» Enfin, quand même, c'est le musée de la carte à jouer. Ça semblait... je ne vais pas utiliser un terme qui ne serait pas le bon, mais pas noble, mais enfin quelque chose qui était un peu en décalage avec peut-être ce dont on avait l'habitude. Voilà. Et donc nous avons maintenu cette idée d'exposition sur les cartes Pokémon. C'est une très belle réussite. Il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de monde. Mais particulièrement, au-delà du nombre et peut-être de cet intérêt qui a pu être, c'est de voir, et ce qu'on partageait avec Corinne, avec Monsieur le maire, ce sont les enfants, les adolescents, les plus jeunes qui emmènent leurs aînés au musée. Et alors ça, j'ai trouvé que du coup, au-delà de la thématique et de l'intérêt qu'on peut y porter ou pas, c'était quelque chose qui était assez intéressant, en tout cas, se rendre compte que c'était les plus jeunes qui embarquaient avec eux les tantes, les oncles, les cousins, les cousines de leur famille, leurs amis, peu importe.
Et donc, voilà, nous, parfois, on a des interrogations qui nous viennent, ou quand on nous dit « t'es sûr ?» etc. C'est vrai qu'au fond, ça interroge, et je dois avouer que, voilà, moi-même, je me suis dit « bon », et en fait, ce sont, je ne sais pas, des idées reçues de départ, ou voilà, si on pousse pas la réflexion, ou si on se dit pas « mais tiens, pourquoi pas, mais si, super », et puis voilà, ben, on pourrait s'arrêter, et ce serait dommage, à voilà, des choses peut-être plus classiques que l'on pourrait avoir en tête. En tout cas, ça m'a fait penser à ça, et ça m'encourage à avoir d'autres tentatives, pour tout dire. Oui, j'ai eu la même expérience il y a quelques années où j'avais été invité à parler au Louvre, où ils montaient une exposition sur les héros, et où ils avaient été des héros de l'Antiquité, type Achille, aux héros les plus contemporains, type Dark Vador ou Batman, etc. Et effectivement, je voyais des enfants qui traînaient leurs grands-parents en leur disant « tu vois, lui », et puis qui expliquaient qui est le héros. Mais ça, pour moi, c'est un enjeu fondamental, parce que pendant des siècles, la question ne s'est pas posée. Les jeunes générations, elles n'avaient pas le choix. Elles prenaient ce qu'on leur donnait. Donc la pyramide culturelle, c'est-à-dire donc vous avez vu que pour moi, elle constitue une construction sociale. Hein. À un moment donné, une partie de gens dit voilà, nous allons vous dire ce qui est bon pour vous. Et les jeunes n'avaient pas le choix, donc ils faisaient avec. Donc tout roulait bien, en quelque sorte. Le problème, c'est qu'en 10 ans, les continents se sont séparés. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont le choix. Ils ont le choix et ils ont les armes pour défendre leur choix. Donc, si nous ne nous mettons pas à leur écoute, si nous ne leur tendons pas des passerelles, ils s'éloigneront de plus en plus. Donc je pense que c'est un enjeu vraiment de société, c'est un enjeu intergénérationnel, que de se dire je me mets à l'écoute. Et en fait, on se rend compte, moi je dialogue beaucoup avec les jeunes de tous les milieux d'ailleurs, qui sont tout à fait à l'écoute de... Moi, je leur dis, y compris, enfin, j'interviens dans des lycées de banlieue dites durs, hein, où il y a des gamins dont les profs me disent ils lisent jamais, ils veulent jamais lire, etc. Et en parlant, petit à petit, je leur dis, mais tiens, tu as adoré le film Hunger Games ? Oui. Tu sais pourquoi l'auteur, elle a écrit Hunger Games ? Bah non. Parce qu'elle adorait un livre quand elle était jeune, elle a adoré toute sa jeunesse, elle rêvait de réécrire ce livre. Et quand elle a été grande, elle s'est dit je vais le réécrire. Mais je ne peux pas le réécrire comme il l'avait écrit, donc je vais écrire Hunger Games. Ah bon, alors c'est quoi ? Et en fait, c'est Germinal de Zola. Ah oui ? Ah ouais ? Ah on me l'avait donné au lycée, je n'ai surtout pas voulu le lire. Bon, maintenant je vais aller voir. Donc, en fait, dès qu'on cesse d'opposer les cultures, mais on les met en passerelle, la circulation se fait tout seul. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Peut-être. Oui. Je voudrais simplement faire un petit rappel tout ce qui a été dit. Mettez le micro si vous voulez, comme ça. J'ai appris beaucoup de choses, mais un petit rappel quand même. Mettez le micro, comme ça on vous entendra mieux. Si vous appuyez sur le bouton, voilà. Oui. Un petit rappel cependant, parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui est dominé par l'économie, j'ai lu récemment, c'est assez récent, une étude très intéressante américaine. Les responsables de Silicon Valley envoient leurs enfants dans des écoles où on apprend la culture traditionnelle. Ça m'a beaucoup frappé, cette réflexion. On leur apprend ? Dans des écoles traditionnelles où justement on ne leur apprend pas à utiliser Internet à tout moment, on oblige leurs enfants à retrouver une culture traditionnelle. Et comme par hasard, ce sont des grands décideurs de l'économie mondiale qui, eux, sont tout à fait enchantés de vendre beaucoup de produits, dont les produits culturels, qu'on vend, parce que c'est des produits pas formants pour former, c'est des produits culturels qu'on vend. Parce que la culture, c'est un travail, c'est une ascèse. Moi, j'étais habitué, comme vous, comme beaucoup de gens, à travailler. On habitue les enfants, pas tellement à travailler, on habitue à recevoir. Et on ne leur donne pas le message du travail. La culture, c'est un travail agréable, le plus agréable possible, c'est notre responsabilité, mais c'est un travail. Mais si on leur dit que c'est un plaisir, systématiquement un plaisir,
ce qui arrange les gens de la Silicon Valley, parce qu'ils vont vendre à tout va. Mais leurs enfants, eux, ils seront bien formés dans les écoles où ils vont maintenir une culture. Cette réflexion m'a beaucoup impressionné, je vous la soumets. Oui, je vous remercie de votre intervention parce qu'elle me permet de lever un malentendu. Je ne voudrais surtout pas que vous puissiez penser à l'issue de ma présentation que je prône que le bébé fut jeté avec l'eau du bain. Je ne suis certainement pas en train de vous dire qu'il faut donc évacuer la culture légitime classique et la remplacer par les cultures dites ignobles des jeunes générations. Certainement pas. Au contraire, je dis l'inverse, à savoir que plus on dialogue avec les jeunes générations et plus on peut les sensibiliser à toutes les valeurs que vous évoquez. Je dirige, par exemple, moi, un master d'écriture créative. Donc je fais beaucoup, et on fait dans mon université beaucoup d'écriture créative. Et on voit beaucoup de jeunes qui arrivent en disant « moi j'ai envie d'écrire des choses, des chansons, des poèmes, des choses comme ça. » Alors on dit « c'est bien, c'est bien. Mais avant de commencer à écrire, on va te faire lire. Et on va te faire lire des gens qui ont écrit avant toi, et tu as envie d'écrire là-dessus. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà dit la même chose que toi. Ah non, on va les regarder ensemble, puis on va voir comment ils ont fait. Et on va leur faire prendre conscience que créer, c'est travailler. C'est passer du temps. Donc, bien sûr qu'il faut les faire prendre conscience aussi de ça. Mais donc, ce que je dis, en revanche, c'est que avant de pouvoir leur tenir ce discours-là, enfin, il me semble, si vous voulez, qu'il y a en fait deux positions éducatives. L'une que je vois, à mon sens, trop souvent dans l'éducation nationale aujourd'hui, qui est d'ostracisme. De dire, ta culture n'est pas bonne, je vais te dire quelle est la bonne culture, c'est la mienne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le rejet, le déni. Ce que tu fais ne m'intéresse pas, et d'ailleurs, ça n'est pas légitime. Et moi, je pense que si on fait ça, on coupe les ponts à jamais. Ils continueront sans nous. En revanche, dès qu'on leur montre qu'on connaît leur culture, qu'on s'y intéresse, alors ils sont prêts à vous écouter et à vous suivre n'importe où. Et je reprends des gens, des jeunes, des gamins de banlieue, à qui je fais lire Léo de Hurlevent, parce que c'était l'auteur préféré de Twilight, ou Germinal de Zola, parce que c'est l'auteur qui a inspiré Hunger Games. Mais ils ont entendu que j'étais capable d'écouter leur culture, de la prendre au sérieux. Donc, s'ils prennent au sérieux ma culture, peut-être que je vais écouter sa culture. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que c'est cette capacité d'écoute qui permet aussi de leur faire prendre conscience des valeurs de la culture que nous avons envie de leur transmettre. Oui. Vous avez fait une approche, est-ce que c'est une approche très française où, je dirais, on retrouve, quand vous avez fait un tout petit peu les Chinois par rapport à Lisa Mona, est-ce qu'on a véritablement la même approche dans les autres pays, dans les autres civilisations? Alors, ça c'est une très bonne question. Tout pays se construit, tout pays construit son identité autour de schèmes directeurs qui lui permettent d'unifier la nation. Donc il faut qu'on parle la même langue, il faut qu'on utilise la même monnaie, qu'on ait les mêmes lois et qu'on lise les mêmes livres. Donc, historiquement, toute culture s'est construite sur le repli autour d'éléments identitaires communs. Donc, pour répondre dans un premier temps à votre question, je dirais qu'il n'y a pas de pays qui se soit construit dans l'ouverture culturelle. Tout pays commence par dire il faut que je définisse ce que c'est que la littérature belge ou ce que c'est que la culture italienne, etc. C'est ce qui fait partie de l'identité nationale. En revanche, il est vrai que dans la manière de transmettre cette culture, il y a des ouvertures plus ou moins importantes. Je dirais par exemple, mais ça tient beaucoup au modèle politique des pays en question. J'ai été pendant quelques années au Canada. Au Canada, on est beaucoup plus dans une approche multiculturelle. Mais le Canada s'est construit
sur un modèle multiculturel, sur un principe de melting pot, de croisement de culture. Donc, dans l'éducation, on est dans un partage, dans une écoute des différences culturelles. Et enfin, dernier point, pour répondre à votre question, je dirais que la France fait quand même partie, tout de même, des pays les plus arc-boutés sur l'idée d'une pyramide estampillée maison qu'on appelle le patrimoine national, qui est très importante. Mais c'est une construction là qui remonte à Louis XIV, l'idée que il faut qu'il y ait un identifiant très clair qui est cette équation État, monnaie, langue, culture, et c'est notre bien commun, c'est ça qui nous définit. Donc oui, c'est probablement nous qui sommes les plus arc-boutés là-dessus. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on va pouvoir poursuivre nos échanges autour d'un verre de l'amitié à l'instant. Vraiment, je souhaiterais qu'on puisse vous applaudir à nouveau et vous remercier pour votre intervention. Mille merci à vous pour votre capacité d'écoute et d'attention. Je trouve que c'est spectaculaire. Vous êtes plus concentré, plus attentif que les étudiants d'université, ça je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Écrivez, parce que dans 2 ans, on réitère.